Bonjour, je suis Henri Gourvest. Je vais dans cette session vous parler de Delphi Chromium Embedded. Il s'agit d'un projet open source qui va vous permettre d'embarquer le navigateur Chromium dans votre application. Il peut y avoir beaucoup de raisons d'embarquer un navigateur web. La plupart du temps, mais à mon grand désespoir, le but est de remplir un simple formulaire sur Internet. Mais vous verrez, au cours de cette session, qu'on peut aller beaucoup plus loin. Vous pouvez ainsi imaginer de baser totalement l'interface graphique de votre application sur ce navigateur. Le monde du web est extrêmement riche, avec du HTML5, du WebGL, du CSS3. Un navigateur web est devenu un moteur de rendu exceptionnel, qu'on peine à égaler dans une application GUI traditionnelle. Je vais rapidement remettre les choses en perspective. Chromium, c'est la version open source de Chrome, mais c'est aussi le moteur de rendu WebKit. WebKit, c'est une grande famille de navigateurs. Je ne vais pas tous vous les citer, mais seulement les plus connus. On a Conqueror, du projet KDE, Safari, chez Apple, Chromium, donc de chez Google évidemment, Epiphany pour GNOME. WebKit, ça existe depuis longtemps. Ce projet est né dans KDE, il en est sorti pour se développer. On peut remercier Apple qui est un des plus gros contributeurs de ce projet. On peut dire que Apple lui a réellement donné ses ailes. On va retrouver également WebKit dans les téléphones portables, donc tous les Android, les iPhones, les Symbian, etc. WebKit est également intégré dans de nombreux frameworks, plus ou moins connus, Qt pour Qt de KDE, GTK+, pour du projet GNOME, WXWidget, SDL, Cocoa pour Apple, etc. Et puis bon, maintenant Delphi. Donc, il faut savoir que Chromium ne fournit absolument rien pour embarquer leur navigateur dans une application tierce. Donc pour y arriver, j'utilise un autre projet qui s'appelle Chromium Embedded Framework. Ce projet il a pour but de fournir une API C et C++ ainsi que des binaires pour embarquer le navigateur dans une application. Les premières versions ne fonctionnaient que sous Windows, mais depuis un mois, les deux dernières versions fonctionnent également sous Mac OS X. Maintenant que Delphi X2 permet de créer des applications OS X, je travaille également à porter ces composants sur OS X. Pour votre information, je sais qu'une version pour Linux est aussi en préparation. Donc c'est grâce à CEF que j'ai pu réaliser des composants Delphi. Donc grâce à Chromium Embedded Framework, on ne dépend plus d'Internet Explorer pour afficher un navigateur, avec tous les problèmes que ça pose. Par exemple, vous ne pouvez pas être certain de la version d'IE qui sera installée sur la machine hôte. Vous pouvez avoir un bug chez un client, puis pas chez un autre, etc. Vous serez aussi limité quand vous aurez à utiliser des fonctionnalités avancées du HTML5. Donc pour avoir cette tranquillité d'esprit, il va falloir déployer un certain nombre de binaires avec votre application. Bon, pour travailler avec Chromium, on aura besoin au minimum de libcef.dll, c'est la DLL principale de Chromium Embedded Framework. On aura aussi à déployer ICUDT, qui est une DLL bien connue de la plupart des projets open source, qui embarque les pages de code, tout simplement. Et on aura aussi à déployer le dossier local où se trouvent les fichiers de langue. Vous pourrez aussi déployer le fichier chrome.pack. C'est un fichier compressé qui contient des ressources pour les outils développeurs qu'on retrouve dans Chromium et dans Chrome. Donc ces outils développeurs vont vous permettre de débugger les pages web, avoir une console, poser des points d'arrêt dans le JavaScript, analyser la structure d'un document, HTML, son DOM, etc.
Si vous avez besoin de lire des vidéos HTML5 ou lire simplement des MP3 dans le navigateur web, vous devrez déployer 3 fichiers avec codec, avec format et avec utile, donc ce sont les extensions multimédia de Chromium. Pour ce qui est de la 3D avec WebGL, Chromium pourra décider soit d'utiliser DirectX, soit OpenGL, de manière à garantir un rendu optimal sur toutes les configurations. Pour utiliser WebGL, vous devrez de toute manière déployer ces 4 DLL. Si vous décidez de déployer tous les fichiers, il y en a à peu près pour 40 mégas. Mais au minimum, vous aurez besoin de 30 mégas. Bon, vous allez pouvoir développer 4 types d'applications. Chromium Embedded s'intègre dans des applications VCL traditionnelles, sans difficulté particulière. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Chromium Embedded s'intègre également dans FireMonkey, la nouvelle VCL vectorielle et cross-platform de Delphi X2. Pour l'instant, comme je disais tout à l'heure, ça fonctionne sous Windows, pas encore sur macOS, mais j'y travaille. Vous pouvez également l'utiliser dans une application console, parce que CF peut être utilisé sans rendu graphique. Ça peut servir dans certaines circonstances pour faire des applications batch. Je vous montrerai aussi par la suite comment afficher le navigateur par vous-même. Puis finalement, il est aussi possible d'utiliser le navigateur sans VCL ni FireMonkey. Ça peut être utile si votre application est basée uniquement sur Chromium et que vous ne voulez pas embarquer la VCL. Bien, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer par ouvrir l'application GuiClient, qui est une application VCL classique, avec une fiche, le composant Chromium, précédent, suivant, homme, rechargé, et une barre de statut. C'est parti. Sans grande surprise, le navigateur web fonctionne. On va faire un petit tour rapidement sur un site qui s'appelle HTML5 Demo. Voilà. Sur lequel on va pouvoir vérifier que les extensions HTML5 de notre navigateur Chromium Embedded sont activées. Donc, pas de souci. On voit qu'on a du vert partout. On retrouve un petit comparatif avec les autres navigateurs. Je ne vous explique pas toutes les extensions, évidemment. Bon, un seul point noir, c'est la géolocalisation, mais elle a été désactivée volontairement, surtout pour les téléphones portables. Voilà. On va aller faire un petit tour du côté de YouTube, histoire de vérifier que le flash fonctionne. Ça fonctionne. Voilà, je prends quelque chose au hasard. Impeccable. Il faut savoir que Flash fonctionne grâce à un plugin externe qu'il conviendra de déployer avec votre application si vous avez l'intention de lire des vidéos Flash. C'est le même qui est utilisé par Firefox. Bon, vous devez savoir qu'il est possible de définir un certain nombre de paramètres globaux au démarrage de votre application. Ces paramètres ne pourront pas être modifiés en cours de route. Alors, typiquement, dans la partie initialisation, vous voyez que j'ai défini une variable CEFCache qui permet de définir le dossier dans lequel le cache du navigateur sera stocké. Voici donc la liste complète de ces paramètres. CEF Library, c'est un des plus importants, ça représente l'emplacement de la DLL principale de Chromium Embedded. Il faut savoir que tous les autres fichiers redistribuables sont également relatifs à ce chemin. Ça va vous permettre de ne pas polluer votre dossier d'installation, tout simplement. CEFCache permet donc de conserver le cache du navigateur sur le disque. Par défaut, ce cache est conservé en mémoire, il est donc volatile. CEF User Agent
Ça va vous permettre de définir le user agent du navigateur. Par défaut, c'est le user agent de Chromium qui est utilisé. CEF product version est la partie du produit du user agent. Vous pouvez y placer par exemple le nom de votre société. CEF local représente la langue du navigateur. Alors attention, ce nom fait référence au fichier de langue à redistribuer dont nous avons parlé tout à l'heure. CEF log file, c'est le nom du fichier log, parce que Chromium peut éventuellement générer un log en fonction du paramètre CEF log severity, qui lui indique le niveau de verbosité du fichier de log. Bon, on n'a jamais assez de log, de toute façon. CEF graphique implémentation représente le type d'accélération graphique du GPU. CEF extra plugin path, ça vous permet de définir des plugins supplémentaires à charger avec Chromium. CEF local storage quota et CEF session storage quota vous permettent de contrôler l'usage de la mémoire par Chromium. Ça peut être très important, ce sont des petites configurations. CEF JavaScript flag, lui, permet d'initialiser le moteur JavaScript V8 avec des paramètres particuliers. Alors, par contre, c'est très technique. CEF Auto Detect Proxy Setting, ça permet de dire à Chromium de ne pas détecter les paramètres proxy. Parce que par défaut, c'est les paramétrages de Windows qui est utilisé. Toujours bon à savoir. On va revenir un moment sur l'application test, donc GuiClient qu'on avait vu tout à l'heure, et examiner un peu les propriétés événements de ce composant. Bon, la première propriété qu'on peut voir, c'est default URL, qui va nous permettre de définir l'URL par défaut du navigateur. Et donc l'URL qui sera affiché quand le navigateur va se charger la première fois. On va trouver des options liées à la police par défaut du navigateur. Bon, il n'est pas nécessaire de les modifier. Et on a des options ici qui vont nous permettre de changer, plutôt désactiver certaines fonctionnalités du navigateur. Il y en a beaucoup qui sont liées à HTML5. Le canvas 2D, l'accélération, le WebGL, les bases de données, etc. On va également pouvoir désactiver le JavaScript et changer tout un tas de possibilités. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a beaucoup et on va y passer des heures. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est les événements. Bon, les événements, c'est réellement là que vous allez pouvoir gérer le comportement de Chromium Embedded. Déjà dans ce navigateur, pour détecter que l'adresse a changé, qu'on s'est cliqué sur une URL par exemple, on utilise l'événement onAddressChange. Alors ce code est très intéressant parce que il faut savoir que quand vous cliquez sur un lien qui ouvre une fenêtre pop-up, c'est possible. Dans ce cas-là, vous allez également recevoir les événements pour cette pop-up. Et donc, dans cet événement-là, il va vous dire, c'est tel browser, c'est tel frame, pour telle URL qui a changé. Et donc, on va quand même pas récupérer les changements d'URL de toutes les fenêtres. Et donc, il va falloir vérifier que le browser, c'est bien le browser du composant qu'on a posé sur la fiche, que la frame existe, et que c'est la frame principale. Vous aurez à reprendre ce code un peu partout dans votre application. Je vais passer en revue brièvement les autres événements qui sont disponibles. Donc onAfterCreated va se déclencher juste après que le navigateur ait été créé.
OnNote Credential va permettre de fournir un identifiant et un mot de passe à un site qui demanderait une identification par un mot de passe. Cet événement est intéressant parce qu'il est un peu particulier. C'est un des rares qui s'exécute dans un autre thread. Donc il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il va s'agir de synchroniser en fait une boîte de dialogue avec le thread principal de l'application. Voilà. Bon, c'est vraiment un des seuls. On Before Browse va se déclencher juste avant de naviguer sur une autre page. Vous pouvez, dans la plupart des événements, vous allez trouver ce paramètre result qui va vous permettre en fait d'empêcher un événement de poursuivre en fait. Il vous suffit de changer ce résultat et l'événement n'aboutira pas pour le navigateur. On Before Close va se déclencher avant la fermeture du navigateur. On Before Menu, ça va permettre d'intercepter le menu contextuel sur un élément du DOM. Il saura si c'est un lien, une image, un texte sélectionné et permettra d'agir en conséquence. Alors On Before Pop-up, ça va permettre d'intercepter l'ouverture d'une fenêtre pop-up et de l'empêcher si nécessaire. Alors c'est un nouvel événement, il est très important parce que ça peut être extrêmement gênant une page web qui ouvre plein de pop-up. Donc plutôt que d'ouvrir une pop-up et d'en avoir 50, on peut tout simplement demander en fait à l'appelant de charger lui-même la page. Voilà. Bon. Vous voyez. Si je vais par exemple sur Google Actualité, je sais que ça ouvre des pop-up. Pouf, voilà. Je dis aux parents de charger l'URL en question. Et voilà, pas de pop-up. On Before Resource Load. Alors ça va permettre d'intercepter le chargement d'une ressource, comme une image, un fichier JavaScript, du CSS. Vous pouvez, grâce à cet événement, remplacer à la volée la ressource en question. Ça peut être intéressant pour fournir soi-même des images ou des ressources sur une URL, mais je vous montrerai plus tard qu'il y a d'autres solutions. L'événement onClose donc se déclenche à la fermeture du navigateur. OnConsole message, donc ça va permettre de capturer les messages d'une console JavaScript. C'est toujours intéressant pour le débugage. OnContentSizeChanged, c'est un événement qui est un peu nouveau. Il permet de détecter en fait qu'une frame a changé de dimension. Si vous devez calculer les dimensions d'une frame, si vous faites un outil qui doit être graphiquement impeccable au niveau des dimensions, c'est intéressant. OnDragUnder et OnDragStart, ça va vous permettre d'intercepter les événements de drag and drop. OnFindResult, alors ça va vous permettre de gérer la recherche de texte sur le navigateur. Donc dans l'API du browser, on va pouvoir en fait faire une recherche de texte et OnFindResult va vous donner le résultat et vous pouvez dire si on peut poursuivre ou arrêter la recherche. Alors OnFocusNotChanged, ça permet de connaître à tout moment quel est le nœud du DOM qui possède le focus. Alors OnGetDownloadHandler, c'est un événement qui va vous permettre de télécharger un fichier. Cet événement il se déclenchera quand le navigateur aura à ouvrir un contenu dont le type MIME ne peut pas être affiché par le navigateur, comme un fichier binaire ou un fichier zip. C'est tout simplement la fonction de téléchargement. OnGetMenuLabel, ça va vous permettre de changer le texte des menus contextuels. Bon.
OnJS Alert, ça vous permet de contrôler l'affichage d'une alerte JavaScript, vous savez, les boîtes de dialogue alerte. Donc plutôt que ce soit le navigateur qui l'affiche, vous pouvez l'afficher vous-même, peut-être pas forcément sous la forme d'une boîte de dialogue, à vous de voir. OnJS Binding, j'en parle pas parce que c'est trop compliqué. OnJS Confirm, ça vous permet de contrôler l'affichage d'un message de confirmation JavaScript. Pareil, en dessous, on a OnJS Prompt, ça vous permet de répondre à une question JavaScript. OnKeyEvent, alors ça intercepte toutes les frappes du clavier. OnloadN se déclenche quand la page a fini de se charger. Donc si vous devez attendre qu'une page soit chargée avant de faire des manipulations dessus, c'est là qu'il faut travailler. OnloadError, donc ça se déclenche si une page n'a pas pu être chargée pour quelque raison que ce soit. OnloadStart, ça se déclenche au début du chargement d'une page, donc généralement ça va de pair avec OnloadN. OnMenu Action, ça vous permet de désactiver certaines actions sur le menu contextuel, comme voir le source, copier, coller, etc. Donc ça vous permet vraiment de protéger un peu votre code. OnNavStateChange, ça vous indique si on peut naviguer en arrière, en avant, de façon à changer le statut de vos boutons de navigation par exemple. OnPrintHeaderFooter, ça vous permet de rajouter des informations au moment d'une impression. OnPrintOption, ça vous permet de changer la résolution, les marges, l'orientation des pages, toujours au moment de l'impression, évidemment. OnProtocolExecution, ça permet d'empêcher l'utilisation d'un protocole différent de HTTP. Ça, c'est relatif au shame handler et ça, on verra ça tout à l'heure. OnResourceResponse, ça permet d'intercepter les entêtes HTTP d'une réponse. OnRunModal permet d'empêcher l'ouverture d'une fenêtre modale par le navigateur. OnSetFocus, ça permet d'intercepter un événement de demande de focus et d'empêcher si nécessaire. OnStatusMessage, donc ça permet en fait de mettre à jour la barre de statut quand votre souris passe au-dessus d'un lien par exemple, vous pouvez afficher ce lien. OnTechFocus, ça permet en fait de permettre le focus ou pas, ou de rediriger le focus vers un autre contrôle. OnTitleChange, ça permet d'afficher le titre de la page en cours. Et OnToolTip, ça permet de changer le texte d'un tooltip classique. Je vais passer maintenant un peu de temps à vous montrer comment fonctionne l'API Chromium. On voit ici dans l'événement OnAddressGetPress qui me permet en fait de charger une URL que j'accède au browser par propriété browser du composant Chromium. Ici dans CFLead on a donc l'API Chromium et l'interface ICF Browser. Alors toute l'API Chromium est basée sur des interfaces. C'est relativement sécurisant pour tout ce qui est de la gestion de la mémoire. Et de toute façon, toute l'API Chromium est basée sur des objets avec comptage de référence. Donc c'est extrêmement pratique. Donc rapidement, voici l'interface principale
de Chromium Browser. Bon, vous n'aurez pas utilisé toutes les méthodes, mais quelques-unes quand même. Can go back vous permet de savoir si vous pouvez aller en arrière. Ça c'est aller en arrière, etc. Recharger une page. Stopper le chargement d'une page. Prendre le focus. Savoir si un browser a une fenêtre pop-up. Récupérer la frame principale du browser. Alors ça c'est indispensable d'utiliser cette propriété là plutôt, voilà, main frame, on verra ça tout à l'heure. Récupérer en fait, on peut récupérer la liste des frames par leur nom. Faire une recherche, arrêter une recherche, changer le zoom du browser, effacer l'historique, afficher les developer tools, fermer les developer tools, récupérer les tailles du browser. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Oui, c'est tout. On va plutôt regarder ce qui se passe dans l'interface mainframe. Donc là, c'est vraiment intéressant. On peut annuler quelque chose, le refaire, couper, copier, coller, effacer, tout sélectionner, imprimer, voir la source, récupérer le source, récupérer la vue texte d'une page, charger une requête. Donc si vous devez faire des posts et pas des get, il faudra passer par ça. Donc là vous pouvez aussi charger une URL, charger une page avec du texte, charger un stream, charger un fichier, exécuter du JavaScript, savoir si la frame est la frame principale du navigateur, savoir si la frame possède le focus, quel est le nom de la frame, son URL, quel est le browser, donc le parent. Visiter le DOM, alors il s'agit d'une fonction callback, on verra ça tout à l'heure, c'est un peu particulier, ça utilise les méthodes anonymes. Ou alors une interface si vous n'avez pas accès aux méthodes anonymes ou simplement une méthode callback. Alors ça c'est pour JavaScript et des propriétés utiles. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer comment il est possible d'accéder au DOM. Bon alors le DOM, ce qu'on appelle le DOM, c'est le Document Object Model. Autrement dit, c'est une structure arborescente qui décrit la structure d'un document. Ceux qui ont l'habitude de manipuler du XML ne devraient pas être trop perdus. Alors, ici dans cet exemple, je vais appeler la méthode visitDOMProc de la frame principale. Alors, il faut savoir qu'un DOM peut évoluer constamment et que Chromium ne peut pas conserver éternellement une copie de ces structures. C'est pour ça qu'on y accède par une fonction callback, ici. Donc ça, c'est une méthode anonyme, c'est comme une méthode callback. Quand on sera sorti de cette fonction, on ne sera plus en mesure d'interroger le document. Autrement dit, vous ne devez pas garder une référence vers l'interface document. Voilà. Alors, grâce à cette interface, vous allez pouvoir accéder au document. Donc voici la définition de l'interface. On peut récupérer le type de document, les nœuds, le body, l'entête, le titre, retrouver un élément par son ID. C'est des trucs qu'on connaît déjà en JavaScript. On peut récupérer le nœud qui a le focus, savoir si le document a une sélection, etc., etc. Alors, les nœuds, ça va ressembler un peu à ça. On peut récupérer le type de nœud,
éléments, attributs, texte et data, donc c'est très proche du XML, il n'y a pas de souci. On peut comparer des nœuds, récupérer leurs valeurs, retrouver le document, quel est le parent, etc., etc. Donc avec ça, normalement, vous pouvez explorer tout le DOM, il n'y a aucun souci. Alors une des fonctionnalités aussi intéressantes de Chromium Embedded, c'est qu'on va pouvoir en fait capturer des événements JavaScript directement dans votre application Delphi. Là, par exemple, sur le callback de visite DOM-proc, je vais attacher une méthode callback qui sera mappée sur l'événement mouseover. Et cet événement mouseover va déclencher l'appel à cette méthode-là, qui va en fait afficher le chemin complet de l'élément dans le DOM. Démonstration. Voilà. Quand je vais bouger ma souris, voilà, dès que ma souris va tomber sur un élément, je vais parcourir l'arborescence jusqu'à remonter aux parents et afficher le chemin à cet endroit-là. Voilà, vous voyez, il n'y a pas de souci. J'arrive en temps réel à savoir exactement où je suis dans le DOM. Voilà. Ça paraît un peu compliqué à lire, mais l'avantage c'est d'avoir tout le code à un seul endroit. Sinon, faire la même chose avec des interfaces, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Je vais maintenant vous parler des schémas dans Chromium. Un schéma, ça va vous permettre d'afficher des pages web qui ne proviennent pas d'un serveur web, mais de votre application directement en utilisant des URL personnalisées. Alors, vous pouvez donc fournir à Chromium des pages que vous avez construites dynamiquement, ou bien des pages statiques qui sont stockées soit sur votre exécutable, soit sur un disque tout simplement. Je vais vous montrer un exemple concret d'explorateur de fichiers qui utilise ce système. Alors, à l'initialisation de l'application, vous allez devoir enregistrer votre schéma de cette manière. Et puis y associer une classe qui sera instanciée chaque fois que nécessaire. Alors ces classes, elle est implémentée ici. Vous trouverez cet exemple dans les démos. Voilà. Sans entrer dans les détails de l'implémentation, vous voyez que cette classe surcharge les méthodes suivantes. Donc, process_request. Process_request nous demande de traiter la requête. Donc c'est Chromium qui appelle cet événement. Il nous dit voilà, j'ai cette URL là avec ces paramètres là et il faut que tu la traites. Donc on répond oui, on la traite, ou non, on la traite pas. Si on la traite, dans ce cas-là, Chromium va appeler la fonction getResponseHeader, où on va renvoyer les en-têtes de la réponse et la taille des données qu'on va lui renvoyer. Et c'est dans readResponse, qui sera plus tard appelé par Chromium Embedded, qu'on va réellement renvoyer les données de manière streamée. On va pas tout renvoyer d'un coup, heureusement. Voilà. Alors, une petite démonstration de ce protocole-là, de ce schéma. Voilà, donc comme vous voyez ici, le schéma c'est Files, et on demande d'afficher ces deux points. Et donc là, c'est la démo qui a automatiquement construit ces pages.
avec les fichiers, avec les icônes, les liens, etc. On peut y naviguer sans aucun problème. Alors je vais vous montrer maintenant comment il va être possible de dialoguer en JavaScript avec votre application. Alors il faut savoir qu'il est déjà possible d'exécuter du JavaScript depuis Delphi, tout simplement en appelant la méthode execute JavaScript sur une frame. Alors par contre, il est beaucoup moins évident d'exécuter du code Delphi depuis JavaScript. Pour cela, j'ai dû réaliser un binding et je me suis servi des nouveaux RTTI de Delphi qui permettent l'autodescription des objets. Alors, vous voyez ici que j'ai rajouté une seule ligne de code. Cette seule ligne de code me permet de mettre à disposition de JavaScript une variable main représentée côté Delphi par la classe TMyObject. Alors, vous voyez, il s'agit d'une simple classe qui expose quelques méthodes qui nous permettent de jouer avec JavaScript. Alors, sans plus attendre, on va lancer la démo, utiliser les Developer Tools, on a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, on va essayer d'accéder à notre variable main. Vous voyez qu'elle apparaît tout de suite. Ça nous donne accès à un objet JavaScript. Les méthodes qu'on a déclarées dans l'objet TMyObject. Et puis par héritage, les autres méthodes de TObject. Donc tout ça c'est grâce à RTTI. J'ai une fonction add qui permet tout simplement de faire une addition, qui va nous permettre de voir comment ça marche concrètement. Voilà, donc là je vais appeler une méthode. Je vais également essayer de poser un point d'arrêt sur cette méthode. Voilà. Je valide. Et voilà. On est dans notre code Delphi. On a bien nos variables, nos valeurs. Et on réalise l'addition. Donc voilà. Ça marche, c'est impeccable. Alors maintenant, on va aller un peu plus loin. Si on revient dans notre application, vous voyez qu'on a une méthode qui s'appelle getRecord et qui retourne un TMyRecord. Donc cette fonction va retourner un record contenant un entier, un double, une chaîne. Et ce qui est intéressant ici, un tDateTime. Là. Vous allez voir que grâce à ce binding, on va pouvoir lire la date tDateTime directement en date JavaScript, ce qui est vraiment important. Et donc ça marche dans les deux sens. On va revenir sur la console. Voilà, c'est une méthode. Donc on va pouvoir manipuler le record. Vous voyez qu'on a la date, le double, un entier et une chaîne. Et le record Delphi est vu comme un objet JavaScript. Et la date est vue comme une date Java. Ici au format ISO. Alors un peu plus compliqué maintenant, on va transférer des objets en paramètres avec des champs et une date.
pour cela, on va appeler la méthode echo que j'ai déclarée et qui prend en paramètre la même structure que la variable rec renvoyée par getRecord et qui la retourne. Alors, un objet commence par des accolades et se termine par une accolade. On avait donc la variable int, on va dire que c'est 1, 2, 3, un double, voilà, une chaîne, et une date. Je vais poser encore une fois un point d'arrêt. Et valider. Bingo. On a tout de suite les variables qu'on a définies tout à l'heure. Alors pour terminer cette session, je vais rapidement vous présenter les autres démos. Tout d'abord, la démo off-screen. Cette démo, elle illustre l'utilisation du composant T-Chromium OSR. OSR pour Off-Screen Rendering, donc sans rendu graphique. Grâce à ce composant, vous pouvez utiliser un navigateur Chromium sans le dessiner ou en choisissant de le dessiner par vous-même. Alors ici j'utilise tPaintbox32 qui est un composant qui provient du projet Graphic 32 qui a la particularité de fonctionner en ARGB comme Chromium. Et ce composant en fait possède un événement supplémentaire par rapport à T-Chromium, c'est l'événement onPaint. Voilà. Ici, dans cet événement, je reçois toutes les zones qui ont été modifiées par Chromium. Donc il me dit telle zone de l'image a été modifiée, fais-en ce que tu veux. Et là en l'occurrence, je maintiens une image interne et j'invalide des zones dans Graphic 32. Alors c'est un peu complexe, mais vous pouvez vous en servir comme base pour développer le vôtre. Voilà. Et voilà. Donc là, vous voyez que tout fonctionne. Et c'est moi-même qui le dessine en temps réel. Voilà, on est un peu fou. On va essayer de voir ce que ça donne sur YouTube. Impeccable. Et pour finir, je vais vous montrer la démo FireMonkey. Voilà. Donc vous avez un composant T-Chromium FMX pour FireMonkey qui permet d'afficher le navigateur web directement dans FireMonkey. Donc la difficulté avec FireMonkey, c'est que c'est pas un contrôle Windows, donc j'ai dû utiliser la technique OSR, donc Off-Screen Rendering de tout à l'heure, pour dessiner en temps réel le navigateur. Voilà. Alors ce webcast est terminé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si le projet vous intéresse, je vous invite à vous rendre sur le site du projet qui est hébergé par Google Code. Voilà, ici.
Les téléchargements se trouvent ici, mais je vous suggère de prendre les sources directement depuis SVN si vous voulez avoir accès aux dernières versions. Donc une petite communauté de développeurs s'est formée autour de ce projet, donc si vous avez des questions, je vous suggère d'aller les poser sur le Google Group, nommé Delphi Chromium Embedded, évidemment dans la langue de Shakespeare. Voilà, je vous remercie, au revoir.